Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de préférer DEN Télévision Diaspora FM pour vous informer. Dimanche politique, votre émission hebdomadaire démarre chez vous et vous le savez, au Bénin. L'actualité reste dominée par la suspension jusqu'à nouvel ordre du quotidien. La Nouvelle Tribune, un des principaux titres de presse au Bénin, une mesure conservatoire prise par le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC qui estime que le journal a publié une série de propos injurieux et attentatoires à la vie privée du président de la République en violation du code de l'information et du code de déontologie pour le journal. C'est un prétexte et plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l'attitude de l'institution. Dans ce numéro de Dimanche politique, nous prendrons l'avis de notre invité sur le sujet. La place de la jeunesse dans l'exécution du programme d'action du gouvernement nous intéressera également. Vous comprendrez pourquoi quand James William Baguidi déclinera l'identité de celui-là, de cette personnalité politique que nous recevons. Les autres sujets pêle-mêle d'actualité, les affaires politico-juridiques en cours, les prochaines élections législatives seront également au menu de ce numéro de Dimanche politique que je co-anime tous les dimanches avec James William Baguidi. Bonjour James. Bonjour à vous, tranquille à Kat Benotin. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs sur Diaspora FM. Nous recevons aujourd'hui une personnalité qui est jeune, qui a de la dynamique, qui a de l'entrain et qui a envie, en tout cas, de répondre à toutes les questions que nous serions amenés à lui poser. Né le 29 juin 1976, je vous le disais bien, c'est un jeune à Bomé. Il a effectué ses études primaires à la quasi-totalité à Cotonou et puis les études secondaires au collège Notre-Dame des Apôtres à l'époque. C'était une institution mixte. Et ensuite au collège de l'Espoir où il va obtenir un baccalauréat de série D en 1996. À l'université, il a étudié les statistiques, notamment à l'Institut national d'économie, actuelle École nationale d'économie appliquée et de management. Quelque part, avec la fin de sa formation, il va retourner encore au baccalauréat. Donc, c'est un érudit. Il est retourné chercher un bac de série C. Ensuite, il va faire un master en gestion des projets dans un institut privé. Et puis, il va s'intéresser à la santé publique, notamment pour obtenir une certification en marketing social à l'Université de santé publique de Floride. Son parcours professionnel s'est fait surtout dans le domaine privé, mais il a commencé dans le public avec de multiples stages. Il fut également agent contractuel du ministère des Finances et de l'Économie, qu'il a quitté. C'est quand même curieux, beaucoup de gens rêvent d'aller au ministère des Finances et de l'Économie, vous le savez très bien, mais lui, il a pu quitter ce ministère pour aller dans le privé. Il est actuellement coordonnateur des études quantitatives au PSI. En termes de politique, il s'est engagé d'abord avec le parti La Renaissance du Bénin en tant que simple sympathisant. Et puis, il sera membre fondateur de Alternative Citoyenne en 2013, coordonnateur du mouvement du Mercredi Rouge. Il fut même présenté au procureur de la République en 2014 pour trouble à l'ordre public, une poursuite qui n'a pas eu de suite. Soutien de Gaston Zossou, vous vous souvenez, notre invité de la semaine dernière, il avait donc apporté son soutien à Gaston Zossou à l'occasion de l'encerclement de la maison de ce dernier par la police en 2014. Acteur de la campagne électorale de Patrice Guillaume Athanase Talon dans le 9e arrondissement de Cotonou, il a donc travaillé activement à la victoire de ce dernier. Il est aujourd'hui conseiller politique du parti Alternative Citoyenne et son nom c'est Ghislain Guédégbé pour ceux qui l'auront reconnu. Monsieur Guédégbé, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour Monsieur Baguidi, bonjour Monsieur Benotin. Monsieur Ghislain Guédégbé, bienvenue chez nous en votre qualité, d'accord, de membre du parti Alternative Citoyenne. James William Baguidi l'a dit tout à l'heure, vous avez été parmi les premiers soutiens du candidat Patrice Talon, aujourd'hui président de la République du Bénin. Quelle récompense avez-vous pu obtenir depuis son accession au pouvoir? Curieux comme première question. Mais bon, le combat ne s'est pas mené en termes de récompense. Donc jusque-là, je n'ai rien eu, je n'en suis pas si malheureux. Vous n'êtes pas demandeur d'un poste ou... Je préfère travailler pour le pays. Si je suis appelé, je vais partir, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas appelé que je vais être malheureux, ça va.
Il ne s'agit pas d'être malheureux, M. Guédégbé, mais quand on a travaillé avec une formation politique et que cette formation politique, ce candidat en particulier, est arrivé au pouvoir, qu'on est encore membre de cette formation politique qui est aux premières loges du pouvoir, et qu'on est resté un peu dans le privé, est-ce qu'on ne se sent pas un peu... Vous dites que vous voulez servir, que vous servez l'État, mais dans le privé, est-ce que vous êtes vraiment appelé par ce régime-là? Est-ce que vous êtes un contributeur de l'action du régime politique? Oui, même dans le privé, vous pouvez faire beaucoup de choses pour le pays. Et on n'est pas obligé d'être directeur général d'une structure, ministre, député, pour servir son pays. Maintenant, je ne vais pas vous cacher, si l'opportunité se présentait, je vais m'en saisir. Maintenant, vous imaginez, vous êtes dans une position, on vous donne une opportunité qui vous présente moins de facilité, moins de trucs là, c'est difficile, mais tant que c'est le pays, on peut le servir aussi bien dans le public que dans le privé. Vous mettez quoi dans facilité? La liberté d'expression, ou puisque quand vous êtes dans le privé, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire ou vous ne pouvez pas dire. Vous mettez quoi dans facilité? Si je suis dans le public, c'est ça? Dans le privé, si vous êtes dans une structure privée, il y a des choses que vous ne pouvez pas, en tout cas, révéler. Quand vous parlez de facilité, vous faites allusion à quoi? En termes de facilité, je vais être peut-être un peu direct avec vous. Je ne voulais pas cacher le vocable. Mais quand on vous dit, on vous propose quelque chose qui ne vous agrée pas, je préfère le résumer en ces termes. Donc ne pensez pas que les miens n'ont pas pensé à moi. Ils ont pensé à moi, ils continuent de penser à moi. Ça viendra. Ça viendra, ça fait il y a 2 ans. Nous allons peut-être vous voir accéder à un poste bientôt. Mais M. Guédégbé, déjà, vous étiez donc membre du Parti Alternative Citoyenne, membre fondateur d'ailleurs, vous l'êtes. Tout à fait. En 2014-2015, vous avez commencé à envisager la candidature de celui qui est actuellement ministre de la Justice, c'est-à-dire le professeur Joseph Djogbenou. Comment avez-vous pris la nouvelle de la candidature de Patrice Talon et donc vous avez dû retirer celle de votre leader à cette époque-là? En réalité, celui que vous appelez notre leader, le ministre Joseph Djogbenou, il n'était pas officiellement candidat. Il avait annoncé qu'il serait candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle très bien. Le parti a demandé à tous les militants. Le parti est créé pour exercer le pouvoir d'État ou participer à l'exercice du pouvoir d'État. Donc de ce fait, pour toutes les élections législatives, ça a été le processus présidentiel et même communal. Est-ce que vous êtes intéressé? Vous voyez, mais déjà le nom de Djogbenou circulait. À un moment donné, il n'y avait pas eu de réponse des militants, de beaucoup de militants pour dire je suis candidat aux élections présidentielles. C'est quand même pas rien. Mais on a obtenu des propositions. Après, on est passé aux propositions. Et le nom du ministre Joseph Djogbenou avait été proposé. J'étais présent dans la salle et on lui a dit, quand on a fini l'exercice d'appel, de cette forme d'appel à candidature et des propositions, voilà ce qui en est ressorti. Dans le temps, il a été très clair. Il a dit, les discussions continuent avec les formations politiques. Il était déjà député de l'Union fait la Nation. Les discussions continuent. Attendons de structurer les choses. Donc, même aux membres du parti, il n'y a pas eu une réponse franche pour dire « je suis votre candidat ». Voyez-vous, c'est en ce moment que l'avènement de Patrice Talon est arrivé. Et je pense, sans vous le cacher, peut-être qu'il était déjà en discussion avec Patrice Talon et nous, on ne savait pas. Mais il n'a jamais déposé ce dossier pour être président de la République au Bénin. Automatiquement, elle a retiré sa candidature simplement parce que le candidat Patrice Talon a annoncé la sienne. C'est l'avocat, il faut le signaler. Suivez-moi un peu. Je disais que la proposition a été faite et en tant que parti politique, il n'était pas question pour Alternative Citoyenne de regarder les autres faire. Il fallait faire des propositions. On nous a appelés, y compris moi, militant que je suis, est-ce que vous voulez être candidat aux élections locales, aux élections législatives et aux
élections présidentielles. Parcourir, retour, je crois pour les élections présidentielles, on n'en a pas eu. Après, il y a eu des propositions. Il y en a qui poussaient, qui trouvaient... De toute façon, le ministre Diogbenou a confirmé à cette époque-là sur une chaîne de télévision qu'il était pressenti pour être candidat. Pressenti. Le parti l'a pressenti, je ne voulais pas cacher. Mais il n'a jamais dit, bon, maintenant, je suis prêt, j'ai décidé d'être candidat et voilà mon dossier. On ne désigne pas un candidat, le candidat va déposer ses dossiers. On connaît la procédure au Bénin, on sait qu'il y a les suscitations, mais vous savez, la volonté merci, c'est là, le mot que je cherchais. Et puis non. Il était suscité de partout. C'était de l'autosuscitation parfois. Oh, écoutez, si moi, Ghislain Guédégbé, membre du parti Alternative Citoyenne, je pense que Diogbenou, le ministre Diogbenou, aujourd'hui, hier, M. Diogbenou avait les capacités pour être président de la République, je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, si ce n'est pas de l'autosuscitation, si je vais emprunter votre terme. Vous voyez, mais je tiens à être clair, hein, il n'a pas levé spontanément le doigt. Quand on l'a approché pour dire voilà la synthèse de nos activités, et appel à candidature dans tous les départements, je vous rappelle, pour les élections locales, des gens se sont proposés. Pour des élections législatives, des gens se sont proposés. Mais pour les élections présidentielles, les gens ont estimé ne pas avoir le cran, y compris moi. Je n'étais pas prêt, donc je n'étais pas candidat. On n'en avait pas eu. Qui pouvons nous positionner? Le nom est sorti et on l'a rencontré. J'étais là. Et il y a eu beaucoup de confusion. On a pensé que Joseph Diogbenou déclarait sa candidature. Mais sa réponse, le jour-là, la quintessence, c'était je suis membre du parti Alternative Citoyenne, mais nous sommes dans une union de partis. Nous sommes allés aux élections législatives ensemble. Nous avons des amis, les discussions pour se poursuivre et vous aurez ma réponse d'ici là. En temps, la candidature de Patrice Talon est arrivée et il a répondu maintenant clairement. Maintenant que je pense qu'il y a un candidat qui a un peu plus de chance que moi, je pense qu'il vaut mieux que nous l'accompagnions. Voilà un peu. Et ce fait qu'aujourd'hui, vous faites partie de la famille d'une personnalité très très influente, en tout cas, elles sont nombreuses, mais elle aussi, elle est très influente auprès du chef de l'État. Je parle de Joseph Diogbenou. En tant que jeune cadre, faisant partie de sa formation politique, comment sentez-vous? Comment sentez-vous? Vous sentez? Surtout au début, après la victoire, on se sent fier pour avoir mené un combat aussi difficile en son temps, sous l'éclairage ou le leadership de Diogbenou. Je n'étais pas malheureux, j'étais content. Jusque-là, je pense que quand il a été désigné pour être ministre de la République, il nous l'a dit, nous étions heureux. Il est en train de faire le parcours avec le chef de l'État et je pense que bon, ça va à chacun d'apprécier, mais moi, mon appréciation, je pense qu'il faut être très courageux pour porter ces réformes qui ne sont pas très populaires, forcément. Il y en a de très populaires, il y en a qui ne sont pas populaires. Vous étiez fier au début. Non, jusque-là, je vous l'ai dit. Ne retournez pas mon mot contre moi. C'est bien ce que vous avez dit. Si vous voulez aujourd'hui, je suis toujours fier, très fier. Bon. Mais maintenant, vous êtes donc membre de ce parti politique. On connaît un peu une pratique de népotisme au Bénin. Oui. Des cousins, des parents vont commencer à vous voir pour vous dire, étant donné que vous êtes un proche de Maître Diogbenou, pouvez-vous m'aider? Voici un CV, voici deux CV, voici, tu as ton cousin, c'est des parents qui vous disent ça, tu as un cousin qui est au village, fait rien. Bon, est-ce que ces genres de choses continuent sous le régime de la rupture? Parce qu'on ne peut pas dire que le Bénin a changé parce que la rupture est arrivée au pouvoir. Non, on ne le dira pas. Tous les anciens Béninois ne sont pas décédés. Nous sommes tous encore là. Donc, les choses n'ont pas forcément changé de but en blanc. On espère qu'à terme, les choses changent de but en blanc. Mais bon, là, maintenant, vous parlez de népotisme. Pratique habituelle. C'est vous qui insistiez tantôt pour me dire est-ce que vous avez une position, est-ce que bon, moi-même je suis d'une famille
Mais bon, pour autant, ça ne m'empêche pas de ne pas avoir de poste, de travailler là où je travaillais avant l'avènement de la rupture. Maintenant, si vous parlez de Diogbenou, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Allez voir son cabinet, le cabinet de Diogbenou. Faites l'enquête, s'il vous plaît. Difficilement, vous allez retrouver un membre même de son parti, encore moins de sa famille. Donc je pense que si on peut avoir le sentiment que les choses n'ont pas changé de but en blanc par endroit, et je pense que ça va venir, il y a des pratiques que nous sommes en train de laisser derrière nous, je crois. On a le temps, en tout cas, d'en parler au cours de l'émission. On va s'intéresser maintenant à la place de la jeunesse dans la gouvernance du président Patrice Talon. Vous êtes donc un des jeunes, soutien du président. Votre regard sur la place qu'occupe la jeunesse dans son programme d'action? D'abord, vous avez vu la structuration, si on peut tracer la pyramide d'âge des membres du gouvernement et des institutions qui dépendent de l'exécutif, vous devriez sentir qu'il y a ce renouvellement générationnel qui s'est fait ressentir abondamment. Beaucoup de jeunes ont été positionnés à des endroits et même au sein du gouvernement. Vous parlez de ces personnes, on a nommé quelques ministres jeunes, ou que c'est passé au niveau de certains cabinets, il y a quelques jeunes, que la politique du gouvernement à l'endroit de la jeunesse est une réussite. En termes de politique à l'endroit du gouvernement, je parlais de la structuration de la machine, mais en termes de politique à l'endroit de la jeunesse, c'est contenu dans le programme d'action du gouvernement, tout ce qui doit être fait pour les jeunes. Vous avez vu, il y a... On arrive, ce qui est fait. Oui. Ce qui est fait pour les jeunes. Ça fait 2 ans maintenant que la gouvernance Talon est installée. Vous savez, habituellement dans notre pays, quand le régime change comme ça, il y a des structures qu'on supprime. Il y a beaucoup de structures qui travaillaient pour la jeunesse, qui ont été mises en place par le régime passé et qui ont été gardées. Et beaucoup ont été supprimés aussi. Non. Vous me demandiez des exemples. J'allais vous demander ceux qui ont été supprimés. Mais si vous faites en termes de pourcentage, la grande majorité des institutions qui travaillent pour l'épanouissement de la jeunesse ont été gardées. Ça, vous n'allez pas me contredire là-dessus. En réalité, il y a, c'est pas seulement les institutions qui ne sont que des prêtres, non, qui travaillent pour la jeunesse, qui sont importantes. Mais il y a également ce qui est fait pour le compte de la jeunesse. On a vu, dès l'arrivée au pouvoir du président Talon, plusieurs postes être supprimés dans l'administration publique. On parlera du ministère de l'Agriculture, on parlera même des programmes du FNPEJ et d'autres qui ont été suspendus. Est-ce que, justement, déjà sur le plan de suppression d'emplois, ce n'est pas la jeunesse qui en a été victime? Et de ce point de vue-là, vous devriez quand même avoir, de pouvoir reconnaître que la jeunesse a perdu, tout au moins au début du régime Talon. Vous savez, j'ai une pensée pour tous ces jeunes jeunes ou vieux. C'était des structures qui ont été supprimées. On n'a pas ressorti les jeunes de ces structures et on a laissé tous ceux qui sont plus âgés. C'est les structures qui ont été supprimées, des structures défaillantes. Libercom, vous en êtes fiers? Moi non, je ne l'étais pas. Et sa suppression ne me surprend pas du tout. Pour d'autres, je le disais au début de ma réponse, j'ai une pensée pour ceux qui ont perdu leur emploi. Mais si vous regardez bien, ça se passe en termes de structuration. Au ministère de l'Agriculture, d'autres institutions ont été créées et qui ont pris en partie ces jeunes qui ont perdu leur emploi. La politique à l'endroit de la jeunesse, vous avez l'ANPE, par exemple, qui ne fait qu'enregistrer les jeunes qui commencent par travailler. Cette structure n'a pas été supprimée. Le Fonds national de microfinance, FNPEJ,
malgré tous les problèmes, malgré les dettes qu'on a constatées, malgré la mauvaise gouvernance, ces structures ont été gardées, on a fait en sorte que la gouvernance soit meilleure. Et puis bon, moi je pense que Talon n'a pas fait si tant mal aux jeunes. En particulier, et les jeunes, bien au contraire. Ceux qui ont bénéficié du programme de volontariat, il y en a encore qui réclament leur émolument et qui crient sur tous les toits, disent qu'ils ne sont pas payés jusque-là. Ceux qui l'avaient fait sous Yahi, c'est ça ou bien maintenant? L'État est une continuité. Merci beaucoup. L'État est une continuité. J'ai eu ma réponse. Mais ce que je voulais que nous comprenions tous, s'il y a un programme qui ne tourne pas rond, vous mettez le programme en place avec toutes les bonnes intentions, avec un suivi méthodique. Quand on fait l'audit et qu'on constate qu'il y a des difficultés, souffrez qu'on essaye de réajuster. Mais ce n'est pas une raison pour payer ceux qui sont dans le programme et qui continuent de faire le travail. Non. S'il y a des problèmes conjoncturels, ils vont être réglés. La preuve, il y en a qui, sous Yahi, insistaient qu'ils n'ont pas pris ce qu'on leur devait et sous Talon l'ont eu. Si d'autres ne l'ont pas eu pour le moment, je vous assure, c'est des problèmes conjoncturels. Le prochain régime? Non, pas forcément. D'autres ne l'ont pas eu sous Talon et par la suite ils l'ont eu. Vous voyez. Donc ce n'est pas une politique orientée pour faire du mal aux jeunes. Du tout, bien au contraire. Toujours dans ce cadre-là, il y a les enseignants vacataires qui ont énormément de problèmes de ce côté-là, notamment pour déjà obtenir le droit d'enseigner. En tout cas, en début d'année, ils sont confrontés à des difficultés. Ils commencent à enseigner peut-être en novembre. Leurs émoluments arrivent encore bien plus tard. Pourquoi il y a tant de problèmes, surtout quand ce sont les jeunes qui sont concernés? Les problèmes des vacataires, je le reconnais avec vous, sont en majorité des jeunes. Mais est-ce que vous pensez que les problèmes des vacataires ont commencé sous Patrice Talon? Non, bien au contraire, quand il est arrivé, il a corrigé le mode de recrutement des vacataires. Ça se faisait sous une autre forme. Vous êtes directeur, vous êtes responsable, vous appelez, toi, tu as quel niveau? Viens, tu peux enseigner dans mon collège. Ça se passait comme ça. Mais il a structuré, il a sorti une procédure pour le recrutement des vacataires. Vous voyez? Pour qu'on essaye de structurer. Aujourd'hui, les vacataires ne vont plus faire le rang, présenter leur carte d'identité quelque part et dire, bon, voilà, ma paye, je signe. Il faut l'organiser. Et je pense que, bien au contraire, par rapport aux vacataires, plus précisément, ils sont beaucoup plus, l'organisation est beaucoup plus là maintenant qu'avant. Et au niveau de l'enseignement supérieur, notamment les étudiants qui craignent pour la suppression de leur bourse et secours. Ils craignent, c'est pas supprimé. Parce que la réforme est annoncée, objet même des mouvements de débrayage qu'ils avaient organisés ces derniers mois. La réforme qui dit qu'il faut supprimer les bourses aux étudiants. En cours. Ils ont dénoncé ça dans leur motion de grève récemment. Qui dit non. Voyez, en termes de réforme, vous avez ce qui est en train d'être fait. Nous avons la chance que c'est ce qui est programmé. Il y a un document, programme d'action du gouvernement, secteur par secteur. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, je ne suis pas sûr, ni sous Patrice Talon, ni sous quelqu'un d'autre, vous n'aurez jamais un document qui va supprimer ou réduction. Échanger avec les étudiants des universités publiques, ils vous le diront. Il a dit que désormais, je ne sais pas si ce n'est pas encore officiel, mais il y aura une réduction des bourses et secours pour les étudiants. Vous savez très bien l'utilité de ces bourses-là pour l'étudiant qui a quitté son village, celui qui a eu son bac, au village qui est arrivé à Cotonou. C'est de ça ils vivent, c'est de ça ils paient le loyer, c'est avec ça ils essayent de faire les photocopies, acheter les polycopies. Le paiement des bourses aux étudiants est régi par les politiques publiques. Je vous assure, on peut réorganiser le paiement des bourses et étudiants, mais en termes de réduction, je ne pense pas que ce soit la chose. L'État est en train de travailler pour que les structures de formation, écoutez, les concours que vous passez, peut-être on ne les passe plus sous les autres formes qu'on connaissait. Il est tout à fait normal que les bourses ne soient plus décaissées sous la même forme. Quand moi j'ai été étudiant, il a fallu juste qu'on regarde ma moyenne pour me donner de l'argent, un secours. Je n'étais pas boursier. Vous voyez.
Mais après, je suis passé dans une université où j'ai payé, où mes parents ont payé ma formation. Tout le monde ne peut pas avoir la chance d'être boursier. Et chaque régime, suivant sa politique, organise l'université ou les études supérieures de façon à ce que les plus pauvres des pauvres puissent s'en sortir quand même. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on ne réunit plus les étudiants pour leur dire, bon, vous aurez ci, vous aurez ça, vous aurez 4 bus, vous aurez 10 bus. Mais le travail qui est en train d'être fait se fait de telle sorte qu'on puisse sélectionner les meilleurs, les orienter. Et ces meilleurs qu'on oriente dans les universités les plus cotées, ça a un coût qu'il faut payer. Mais ça ne se passe pas en termes de réduction de ce que les étudiants empochent à la date d'aujourd'hui. Monsieur Délégué, restons à l'université pour parler du rapport entre le président Patrice Talon et cette jeunesse-là. On sait très bien à quel point les jeunes ont contribué, en tout cas les étudiants ont contribué à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Ils étaient en première ligne face au régime de Boni Yayi. Ils ont même pratiquement chassé de l'université le candidat de Boni Yayi à un moment donné avant de le laisser venir prononcer son discours. Il y a eu véritablement un engouement à l'université pour Patrice Talon et peu après son arrivée au pouvoir, et pourtant le couperet est tombé sur les mouvements étudiants. Vous êtes jeune, vous avez été étudiant. Quel regard avez-vous porté sur ce comportement de la part du régime qui depuis d'ailleurs maintient une présence militaire très importante sur le campus? Tout à fait. Alors, mon opinion sur le rapport entre le régime du président Talon et les étudiants. Quand vous étiez étudiant, vous ne pouvez pas me dire que vous n'étiez pas en première ligne pour le changement de régime. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas si c'est l'âge, le niveau d'études ou le regard qui est porté vers les étudiants. Il n'y a pas ce régime qui ne vous dira pas que les étudiants ont beaucoup travaillé. Ils ont été en première ligne et je le reconnais. Ils ont beaucoup travaillé pour s'opposer à ce qui n'était pas bien. Mais aujourd'hui, croyez-moi, tout ce qui est en train d'être fait est fait pour mieux organiser les études universitaires. Vous avez parlé des mouvements. Oui. Nous avons vu des vidéos circuler sur des comportements de ces groupes d'étudiants, des mouvements. C'est les mêmes mouvements qui ont soutenu l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Ce n'est pas parce que vous me soutenez que si ça se passe mal, ça c'est la marque Patrice Talon. Et vous l'aurez remarqué depuis. Ce n'est pas parce que vous êtes soutien à Patrice Talon que si vous faites mal, Patrice Talon ne vous le dira pas. Ça part des étudiants, ça va dans les directeurs des administrations, si ça se passe bien. Mais ce qui s'est passé en son temps, c'était qu'on a voulu réorganiser un tout petit peu les mouvements. Et d'ailleurs, je pense, si je ne m'abuse, je crois qu'il y avait une motion pour interdire tout ce que les mouvements faisaient sur le campus, mais en temps ça a été levé. C'est la Cour constitutionnelle qui a cassé. Dieu merci, nous sommes dans une république. On n'a pas que besoin de Patrice Talon, on a besoin de la Cour constitutionnelle, on a besoin de l'Assemblée nationale. Si vous pensez qu'il y a une décision qui est prise et que la Cour a dit que la décision ne vaille pas la peine et que ça se passe comme ça, pourquoi vous voulez que je sois malheureux? De façon concrète, c'est vrai que vous avez énuméré quelques actions et pas ce que le gouvernement entreprend à l'endroit de la jeunesse, mais ça, de façon perceptible. Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'organisation des concours d'entrée à la fonction publique a changé de tournure, c'est les plus méritants qui passent, mais les places sont limitées. L'étudiant qui finit à l'université, qui finit ses études, quelle opportunité a-t-il aujourd'hui? Les jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, quelles facilités ont-ils aujourd'hui?
ceux-là qui sont dans l'artisanat et autres, quelles facilités ont-ils aujourd'hui pour s'insérer dans la vie professionnelle? Qu'est-ce qui est fait de façon perceptible à l'endroit de ces couches? Merci à vous de présenter la situation de façon bien holistique, qu'on ne parle plus d'étudiants, qu'on ne parle plus des structures qui ont été supprimées. Mais vous savez, aujourd'hui, la politique de Patrice Talon, du gouvernement de la rupture, est essentiellement, si vous suivez bien tout ce qui est fait, orienté vers les jeunes. L'erreur que nous sommes en train de faire est qu'on travaille à changer dans la cervelle des jeunes. Aujourd'hui, c'est que si tu finis ton travail, tu as droit à un emploi dans la fonction publique. C'est une erreur. Vous sembliez vous étonner tout à l'heure que Ghislain Kédégbé quitte. J'étais en position, je n'étais pas agent permanent de l'État. C'est que les contractuels deviennent la plupart du temps à appeler. Je crois qu'on nous a même appelé pour nous dire ramenez vos dossiers. J'avais le regard fixé sur mes amis qui travaillaient dans le privé. Et la plupart d'entre eux, ils avaient une situation meilleure. J'essaye de vous gagner combien, mais pourquoi ici on gagne si peu? Je m'intéressais et puis à un moment donné, je me suis dit, je ne veux pas. C'est tout. Je le dis et ça rentre en ligne avec votre question simplement parce qu'il est question aujourd'hui pour le gouvernement de la rupture, le gouvernement de Patrice Talon, de faire en sorte que le jeune qui finit à l'université ou qui finit sa formation ne se dise pas je croise les bras, je vais passer un concours. Dieu merci. À l'actif de Patrice Talon, vous avez dit les concours sont nettement mieux organisés aujourd'hui parce qu'on allait droit dans le mur. Ce n'était pas tolérable ce qui se passait. Mais aujourd'hui, on peut aller au concours en se disant je vais étudier pour mériter ma place. Ça, c'est déjà un fait. Mais je vous l'ai dit, les programmes qui existaient ont été entretenus. Le FNPEJ n'a pas été suspendu. Bien au contraire, ceux qui doivent de l'argent au FNPEJ et qui empêchent de financer les autres jeunes, on a trouvé les voies et moyens pour prendre le maximum de ces sous. Mais les programmes continuent. Vous allez à l'ANPE aujourd'hui, les choses ont été mieux organisées. On ne va plus, les jeunes ne vont plus faire la queue sous le soleil pour déposer leur dossier dans les structures décentralisées de l'ANPE. On peut le faire en ligne. Voyez un peu. Ce à quoi moi personnellement je voudrais appeler les jeunes, vous pouvez réussir votre vie sans forcément aller à l'administration publique. Mais il faut des jeunes pour travailler dans l'administration publique aussi. Si la sélection est faite de telle sorte que vous ne vous retrouvez pas, l'environnement depuis toujours et la politique actuelle permet de vous réorienter. Officiellement, c'est vrai, les banques continuent de financer les propositions d'affaires bancables. Les structures privées, les microfinances, ils continuent de financer les jeunes. Il y a un programme. À ce niveau, au niveau des banques, vous savez très bien qu'il n'y a pas trop de facilité. Il n'y a pas trop de facilité. Les conditions mais sont très corsées. Par contre, quand vous allez au niveau du ministère il y a un ministère qui est dédié à l'emploi. Le ministère, je n'ai pas la dénomination clairement. Non, pas des affaires sociales. Le ministère de mon jeune ami Modeste Kérékou. Oui, de l'emploi des jeunes. C'est pour l'emploi des jeunes. Et il y a des projets qui prévoient financer de façon précise un certain nombre de jeunes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on peut vous dire. Quand on ne communique pas autour de ces projets-là, quand on ne forme pas les jeunes, moi je ne travaille pas là-bas. Voilà, ça pose un problème. Je peux vous comprendre de ce fait. C'est pour ça que j'ai toujours appelé le gouvernement de Patrice Talon, nos autorités, à nous informer. Nous luttons contre la corruption. Nous travaillons, nous gagnons. Mais les 5 francs que nous avons gagnés, voilà comment nous les avons réorientés par rapport aux jeunes. Le nombre de jeunes que les programmes du ministère de l'emploi des jeunes permet de financer aujourd'hui, c'est énorme. Et ce n'est pas financé par le budget national. C'est les partenaires
qui nous aide à avoir de l'argent et de ce fait, le regard est plus strict, on est plus rigoureux dans la gouvernance de ces programmes-là. Voyez un peu, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon ministère. Je peux ne pas vous trouver les titres exacts des programmes, mais je vous assure qu'il y en a et qu'il y en a davantage qui sont réservés pour les jeunes. Vous allez certainement nous aider à recevoir bientôt le ministre Modeste Kérékou pour aller dans les détails. Mais déjà, revenons à l'actualité sociopolitique nationale de ces derniers temps. La décision est tombée comme un coup près. C'est la suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du quotidien La Nouvelle Tribune. Cette fameuse mesure conservatoire prise par le président de la HAC, d'abord vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous en avez entendu parler? Mon sentiment personnel, vous m'envoyez très malheureux. Parce qu'un organe de presse de suspendu, pour moi, ne règle aucun problème. Je crois que c'est Nouvelle Tribune de Vincent Folly. Il a mené tout un combat pour que Patrice Talon arrive au pouvoir. Il est en train de mener tout un combat pour que les choses se passent bien. Voyez-vous. Mais la décision vient de qui? Du président de la HAC. Et qui a usé de ses pouvoirs, de ses prérogatives. C'est à lui les prérogatives. Ce n'est pas à l'exécutif ses prérogatives. Mais les tests lui confèrent cet avantage de prendre des mesures conservatoires. C'est pas parce que je suis malheureux que je lui dénie le droit de le faire. Il l'a fait. Nous constatons. Je souhaite que s'il y a un problème précis pour lequel cette décision a été prise, que cette suspension soit levée au plus tôt pour qu'on constate. Nouvelle Tribune ne dit pas que de mauvaises choses. Même s'il en dit, ce n'est pas que de mauvaises choses. La Nouvelle Tribune a été suspendue, mais elle fait partie, vous l'avez reconnu, des organes de presse qui donnent le plus dans, je dirais, l'objectivité au niveau. Il y en a qui n'en donnent pas. En tout cas, vous nous en direz tant. N'avez-vous pas eu l'impression que cette décision était disproportionnée quand même par rapport à ce qui est reproché au journal, notamment d'avoir attenté du moins à l'intégrité, à l'honorabilité du président de la République? C'est vrai, je vous l'ai dit tantôt, la HAC, j'ai un ami dont vous avez évoqué le nom ici tout à l'heure qu'il appelait la hache. La hache qui coupe. Vous voyez un peu, je suis vraiment malheureux par rapport à cette décision. Je souhaite que les choses s'éclaircissent au plus tôt, mais pour autant, vous avez dit que c'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives. Parce que c'est dans cette prérogative, l'institution n'a même pas averti l'organe et a pris cette décision aussi forte. Pour des faits qui remonteraient à plus d'un mois. Non, mais même si c'est des faits qui remonteraient à plus d'un mois, je l'ai dit tout à l'heure, Nouvelle Tribune est dans l'objectivité. Nouvelle Tribune utilise des mots qui parfois frisent l'insulte. Pas forcément au chef de l'État, à d'autres institutions. C'est aujourd'hui que vous reconnaissez que le journal utilise des mots qui frisent l'insulte. Vous avez reconnu quand même qu'il a travaillé pour l'avènement de Patrice Talon. Et si on retourne dans le passé, on verra qu'il y a des titres similaires qu'on lui reproche aujourd'hui. Je ne parle pas forcément de la Nouvelle Tribune. Ce n'est pas forcément aujourd'hui qu'on a suspendu des organes de presse. Donc, les pouvoirs des institutions sont en train d'être... Je suis malheureux, croyez-moi. Mais pour autant, c'est vous qui m'avez rappelé que le président Boni Tessi, qui au demeurant n'a pas été proposé par Patrice Talon, a été proposé par l'ancien président M. Yahi Boni. C'est lui qui a pris cette décision et de lui-même, mesure conservatoire. J'allais même vous demander, vous devriez me l'enseigner, est-ce que c'est dans vos tests de prendre une mesure pour suspendre un journal avant de dire maintenant la plénière va se réunir pour... Et s'il faut le faire, c'est pour combien de temps? Je suis malheureux, mais là où je voudrais attirer votre attention, ce qui m'intéresse le plus, le président de la République, jusque-là encore, il est droit dans ses bottes.
C'est vrai que c'est à lui qu'on a fait allusion, on a utilisé des thèmes très discoutoires vis-à-vis du chef de l'État. J'ai lu ces thèmes, je vous confirme que ces thèmes sont discoutoires, mais pour autant, je n'aurais pas souhaité qu'on suspende l'organe. Maintenant, si l'organe est suspendu, Patrice Talon, il restera droit dans ses bottes. Vous ne savez pas si là où il est en train de souhaiter que cette mesure soit levée au plus tôt. Mais si c'est vraiment son vœu, il aurait déjà demandé non, ça ne se fait pas comme ça. C'était avant. Avez-vous l'impression que... C'était avant qu'on demandait. Le président serait-il favorable à l'unicité de la pensée unique dans le pays? On n'a plus le droit de critiquer parce que c'est l'impression que la plupart, l'opinion nationale, vous avez constaté, après la prise de la mesure conservatoire, les voix des juristes se sont élevées ici, comme à l'international, Reporters sans frontières qui a aussi condamné l'acte du président. J'ai condamné, monsieur le journaliste, merci beaucoup, l'acte du président de la HAC. Vous voyez, l'acte du président de la HAC. Bon, mais pour autant, moi je voudrais qu'on me rapporte la preuve que ça dépend de Patrice Talon ou de l'exécutif. Je vous dis, là où vous êtes... Quelque part bénéficiaire. Quelque part bénéficiaire, c'est un citoyen. Si c'est vous qu'on insulte ou bien c'est vis-à-vis de vous qu'on utilise des thèmes discoutoires, vous ne serez pas si malheureux, mais pour ce que je connais, le Patrice Talon que je connais n'a jamais demandé à la HAC de suspendre un organe de presse et ce ne sera jamais le cas. Et quelles sont les réelles motivations du président de la HAC selon vous? Le fait-il parce que bientôt son mandat connaîtra son terme? Vous avez encore plus d'éléments d'appréciation que moi. Non, je n'ai pas fini. Est-ce qu'il le fait pour plaire au chef? Cette impression? C'est malheureux. Nous sommes dans un contexte où on fait beaucoup souvent. Ceux qui sont à l'œuvre font beaucoup de choses pour plaire au chef. Mais pour autant, est-ce que c'est des choses qui plaisent au chef? Je ne sais pas. Quand le chef ne réagit pas et se tait, cela également crée une certaine confusion dans la masse. Vous voulez que le chef dise président de telle institution. C'est une institution. Ce n'est pas un groupe organisé dans le pays où sa décision pourrait passer. Le chef de l'État ne peut pas dire à la HAC que ce que vous faites n'est pas bien. Je vous donne un exemple. Quand vous trouvez que ça bénéficie au chef de l'État et que c'est le président de la HAC, je tente de vous convaincre que le président de la HAC n'a pas été proposé ou nommé par Patrice Talon. Quand la Cour constitutionnelle sort une décision qui est en défaveur de Patrice Talon, ne trouve pas sa main. Vous voyez un peu. Mais quand la Cour... on ne trouve pas sa main, c'est normal parce qu'il ne peut pas travailler à ce qu'on prenne une décision qui soit en sa défaveur. On applaudit. Alors, c'est les institutions qui travaillent selon les tests qui les régissent. Je souhaite que nous nous départissions de cet esprit qui pense que le président de la République a une main derrière la Cour, derrière la HAC, pour... Non, je le connais. C'est le genre de choses qu'on a vues par le passé. Et comme on ne peut pas savoir si un coup de fil est passé par là, comme on ne peut pas savoir si une petite injonction serait venue. Donc nous, on fait nos supputations. C'est à vous de nous démontrer que le président de la République, il n'est pas de cette nature-là. J'essaye de le faire à foison. Quand vous lisez son programme, le type d'homme que Patrice Talon est, il discutera avec vous de tout. D'accord? Et sa culture, je ne crois pas que ça lui permette d'applaudir qu'on ferme un organe de presse ou bien qu'on martyrise un organe de presse. Mais je vais finir s'il vous plaît. Mais je voudrais prier nos amis journalistes. Vous êtes d'accord avec vous? Je ne parle pas de Vincent Folly, je ne parle pas de la Nouvelle Tribune. Il y a des choses qu'on lit et quand on les lit, on se demande si c'est d'un individu qu'on parle. Ça fait mal. Tant que ce n'est pas vous, ça ne gêne pas, mais quand c'est vous, ça fait très mal. Je voudrais appeler mes amis de la presse que j'aime bien, à savoir doser les mots, surtout quand il s'agit de personnalités. Oui, Tranquillin parlait de la problématique de l'unicité de pensée, notamment au niveau de la presse. On a lu dans le dernier rapport de Reporters sans frontières qui fait perdre des places encore au Bénin que
l'organe public notamment est retourné dans une situation qui était celle qu'il a connue lors de la gouvernance de Boni Yayi, c'est-à-dire que les opposants n'ont plus vraiment beaucoup voix au chapitre à ce niveau-là. Est-ce que vous avez cette impression? Non, je n'ai pas cette impression et je suis sûr que vous n'avez pas cette impression. Sur ce fait, je ne dis pas qu'on n'aurait pas reculé par rapport à Reporters sans frontières, mais de ce fait que l'opposition n'ait pas droit aux médias, c'est totalement faux. Quels médias? Cherchez-vous que l'opposition n'a pas le droit de venir? On reçoit tout le monde. Récemment, il y a eu des activités de certaines formations politiques de l'opposition qui n'ont pas, malgré en tout cas l'enveloppe qui s'était prête à payer. Quand j'étais de l'opposition, je m'en suis toujours plaint. Vous voyez, quand nous organisons quelque part et qu'on nous consacre 1 minute, 2 minutes, nous estimons toujours, mais quand vous regardez un journal télévisé aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire une comparaison entre ce qui se passait et aujourd'hui? Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes. D'accord? Mais nous dénonçons jamais les choses sous cet angle-là. L'opposition, dans mon pays, la République du Bénin, a droit à la parole. Autant sur les médias publics que sur les médias privés. Regardez les émissions, ceux qui sont invités aujourd'hui. Autant chez vous, dans le privé que dans le public, je souhaite qu'on aille à l'essentiel. Que s'il y a des problèmes, qu'on les stigmatise et qu'on les corrige, mais qu'on ne dise pas ce qui n'est pas. On va s'intéresser à présent, M. Ghislain Gadegbe. Je rappelle aux amis auditeurs de Diaspora FM qu'ils sont en train de suivre un dimanche politique. On va s'intéresser donc à la désignation des membres devant siéger au sein de la Cour constitutionnelle, 6e mandature. Quelle lecture faites-vous du choix porté sur un des leaders de votre formation politique? Je veux parler du professeur Joseph Diogbenou, actuel ministre de la Justice, qui siégera à la Cour constitutionnelle. Et si vous permettez, tranquillin, commencez déjà par nous dire votre opinion sur le mode de désignation, sur le fait que, en dépit du fait qu'il est ministre, c'est l'Assemblée nationale qui a proposé sa candidature. D'accord. Si vous permettez, M. Benotin, je vais commencer par la dernière partie de la préoccupation. Est-ce qu'il y a mal donne à ce que l'Assemblée nationale désigne Diogbenou et le ministre Diogbenou, qui fut d'ailleurs député à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois? Il les a peut-être marqués d'une certaine façon. Il s'est fait des amitiés. Il a convaincu certaines personnes qu'on le désigne de cette façon. Tant que ça ne viole pas la loi, moi je n'ai pas de problème par rapport à ça. Alors, pour en venir à M. Benotin, le mode mon sentiment, il rentre dans un corps sacré. La Cour constitutionnelle, c'est le dernier rempart, c'est le dernier recours que nous avons. Et s'il y fait partie, j'ai suivi sa réponse par rapport à la proposition qu'il siège dans cette institution. Il a donné sa réponse. Attendons de voir s'il fait partie de la Cour constitutionnelle. Ceux qui l'auraient désigné n'auraient pas violé les lois et il en est capable. La simple réponse qu'il donne ne présage peut-être pas de ce qu'il fera. Vous êtes là pour nous aider à analyser de façon prospective. Maître Diogbenou, le professeur Diogbenou, ministre Diogbenou, il est devenu tout, un peu de temps dans ce pays. On ne doute pas. C'est heureux, c'est vrai. On ne doute pas de cette compétence. Il est aujourd'hui fortement pressenti pour être le prochain président de l'institution. Mais est-ce que vous convenez avec nous qu'il y a des doutes et qu'il puisse y avoir des doutes sur son impartialité? Lui qui aujourd'hui est un ardent défenseur du régime et qui porte presque à lui tout seul les réformes de la gouvernance Patrice Talon. Celui-là à la tête de l'institution qui jusqu'à présent a bloqué entre guillemets certaines des décisions du gouvernement, n'est-il pas en mission
conditions pour faire de la Constitution ce rempart mou pour que la gouvernance talent puisse aller dans les sens que le président de la République souhaite finalement. Alors, je voudrais rappeler à vos souvenirs que Madame la ministre Conception Amouessou était membre d'un gouvernement quand elle a été appelée à siéger à la Cour constitutionnelle et à devenir la présidente de cette institution. Comparaison n'est pas raison. Je tenais simplement à rappeler, je ne me donnais pas raison encore. Alors, nous sommes dans un cas presque similaire. Je souhaite, pour ma part, que l'on laisse Diogbenou accepter d'être membre de la Cour constitutionnelle, qu'il en soit désigné le président de la République, nous resterons des hommes. La Cour constitutionnelle a ses règles et ses lois. Le gouvernement a ses règles et ses lois. Les réformes du président Patrice Talon ne sont pas de mauvaises réformes, vous en convenez. Ce n'est pas le cas ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il y a ceux qui sont dans l'opposition et qui estiment que ce sont de bonnes réformes. Non, ça encore, je peux vous le dire pour une fois au Bénin. On peut vous dire la manière de l'exécuter, la façon de mettre ça en œuvre, mais personne ne vous dira que tel que contenu dans l'écrit, dans le programme d'action, cette réforme, elle est mauvaise. Donnez-moi un seul exemple d'un... Il y en a, et nous nous apprêtons à recevoir des gens de cette opposition-là. Et vous allez en entendre beaucoup. Je souhaite même être là pour leur apporter la contradiction. Mais, puisque on en parle, Joseph Diogbenou, je disais tantôt que ces réformes ne sont pas de mauvaises réformes. En être le champion ou les porter, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Vous savez, moi j'ai vu le ministre Diogbenou. Il ne m'a pas dit de le dire ici. Mais vous pensez qu'il y a des personnes sur cette terre, humainement, tout le monde aime être applaudi. Et Diogbenou, vous devriez m'apporter acte qu'il était très applaudi à un moment donné de notre vie politique. Il est apparu, comme certains parmi nous, à l'avant-garde, comme quelqu'un qui travaille pour que la République avance. Il y a travaillé. Maintenant, on est dans l'opérationnel. Il veut toujours être applaudi. Diogbenou dit, s'il y a une décision à prendre pour aider la majorité des Béninois et qui m'empêche d'être député demain, je la prendrai. Puisqu'il est de mon parti, voyez. En privé, j'ai tenté de discuter avec lui, mais il m'a dit, mais écoute, ça profite à la majorité. C'est vrai ou c'est faux? J'ai reconnu que les décisions profitaient à la majorité. Mais pour le cercle politique dans lequel je suis, ça peut ramener quelques graissements. Mais il dit, tant que ce sera pour la majorité pour laquelle il s'est engagé, il va le faire. Il va le faire et il l'a fait. Donc pour moi, ce n'est pas de mauvaises réformes. D'ailleurs, et que ce qui a été fait n'était pas de mauvaises choses. Défendre le régime de Patrice Talon, de par les réformes qui sont proposées, n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, s'il va à la Cour constitutionnelle a ses tests, a ses règles. C'est à dessein que je vous rappelais l'expérience d'un ancien ministre. Une fois là-bas, il y a des règles et il n'est pas seul. Vous savez qu'à la Cour constitutionnelle, on vote des fois pour faire passer des décisions quand celui qui s'en charge, le rapporteur expose, on vote finalement pour sortir la décision. Donc Diogbenou ne dirait pas ça c'est bon, ça c'est pas mauvais, ça c'est bon pour Patrice Talon, ça c'est pas mauvais. Il n'en aura même pas l'occasion parce qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, mais il n'y a pas de constitutionnaliste dans cette nouvelle cour à ses côtés. En quoi ça vous gêne? Ça nous gêne qu'il n'y ait pas de constitutionnaliste dans une cour constitutionnelle. Il y a très peu d'États où ça se passe comme ça. Pour désigner, suivez-moi, pour désigner les membres de la Cour constitutionnelle, la règle ou la loi nous demande quoi? Qu'un certain nombre viennent de l'Assemblée nationale, que d'autres viennent du bureau de l'Assemblée nationale et du président de la République. Et dans les propositions, il faut que les personnalités qui doivent siéger à la Cour aient un certain profil. Ces profils ont-ils été respectés? Oui.
numériquement, le nombre que chaque institution devrait proposer, est-ce que ça a été respecté? Oui. Donc pour moi, est-ce qu'ils n'ont pas le profil? Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps que quelqu'un nous proposait de toucher un peu à la Constitution pour vraiment rendre les choses plus correctes. Moi, j'ai lu à travers cette décision, cette absence de constitutionnalistes parmi les membres de la Cour constitutionnelle. Voilà un aspect sur lequel nous pourrions réfléchir demain pour faire en sorte que forcément il y ait un membre, un constitutionnaliste qui soit membre de cette institution. Mais aujourd'hui, la loi permet que les personnalités y soient et remplissent les conditions et le profil qu'il est demandé dans le texte sans pour autant être constitutionnaliste. Nulle part on a dit qu'il faut un constitutionnaliste. Oui. Ce que vous dites là rejoint un peu les propos tenus sur ce plateau il y a quelques jours par Gaston Zossou et que certaines personnalités tiennent à travers la République. Et on dirait qu'aujourd'hui, parce que l'Assemblée nationale, en tout cas parce que certains députés à l'Assemblée nationale ont décidé de bloquer le processus de révision de la Constitution initié par le président Patrice Talon, on dirait qu'il y a une volonté par l'usage des failles de la Constitution de montrer qu'il aurait été bon d'accepter cette révision. Et donc on va dans le sens de ce qui ne, je dirais, de ce qui ne devrait pas être, et cela doit montrer qu'on aurait dû accepter. Est-ce que c'est une stratégie? Ce n'est pas simplement parce que je vous ai rappelé que vous êtes en train de faire une proposition ou bien de stigmatiser le fait qu'il n'y ait pas un constitutionnaliste au sein des membres aujourd'hui nommés pour siéger à la Cour constitutionnelle, qu'on aurait pu utiliser la révision de la Constitution pour corriger. Pour autant, je ne me rappelle même pas que dans les propositions, il y ait cet item utilisé comme tel pour corriger un peu les failles. J'ai juste vu l'idée comme ça, comme quoi pour que les textes nous obligent à avoir un constitutionnaliste dans cette équipe, on peut le mettre ou le faire passer dans un projet qui contient qui devrait contenir beaucoup de dispositions, entre autres. Donc, moi, je ne suis pas étonné que les failles nous viennent maintenant ou après de notre Constitution. La Constitution n'est pas faite pour ne pas être touchée, mais aujourd'hui, il est question de ne pas toucher la Constitution. Ce qui devrait être condamné, c'est qu'on le touche alors qu'on n'a pas la majorité. La décision est respectée telle qu'elle. Mais pourquoi vous voulez penser que de façon cynique, on devrait utiliser ça pour... Non, je ne crois pas. C'est ce qu'on observe. C'est pas le camp présidentiel utilise les failles de la Constitution pour avancer. Mais pourquoi vous pensez que quelqu'un qui propose de changer la Constitution, voyez, il dit changer la Constitution parce que moi j'en étais malheureux, je vous assure. Il n'y avait pas que forcément de très belles choses systématiquement dans la Constitution. Mais les grandes propositions qui avaient été faites en son temps, si on les avait respectées, ça ne nous aurait pas empêché de ne pas avoir un constitutionnaliste au sein de la Cour constitutionnelle. Parce que, mis comme tel, il n'y avait pas une disposition qui permettait de forcer les deux institutions à proposer un constitutionnaliste. Il fallait un professeur de droit constitutionnel. Pardon? Il fallait un professeur de droit constitutionnel dans la composition, selon la proposition de révision du chef de l'État. Encore que. Donc, on n'est pas allé dans ce sens pour au moins assurer, en tout cas en griffe, la qualité des décisions qui seront prises par la Cour constitutionnelle. Oh, écoutez, vous savez, quand vous voulez désigner, vous devez faire des propositions. D'accord? Moi, honnêtement, je ne sais pas si quelque part il y avait le réflexe forcément d'avoir... Je ne peux que faire avec les hommes que j'ai sous la main. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de constitutionnaliste au Bénin,
Mais moi, on me demande de proposer. Il y a eu plusieurs constitutionnalistes qui avaient travaillé au sein de la commission mise en place par le chef de l'État pour préparer, en tout cas, le document qui a servi au projet qui a été introduit et rejeté par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les cadres qui manquent, ce n'est pas la compétence qui manque. Est-ce parce que... Vous ne faites que me répéter. Hein. Non, mais est-ce parce qu'à un moment donné, ces cadres-là, la plupart qui avaient travaillé au sein de cette commission, n'étaient pas d'accord par rapport à la monture qui a été présentée aux députés à l'Assemblée nationale et rejetée par la suite. Et parce qu'ils ont eu cette posture-là, il faut les écarter malgré leurs compétences. Mais pourquoi écoutez, ne pas les voir dans quand vous me demandez de proposer quelqu'un à compétence égale, je préfère celui que je connais. Nous sommes en politique. Arrêtons d'être naïfs. Nous sommes en politique. C'était de la naïveté que de choisir ces cadres-là comme membre de la commission Diaguenou qui avait travaillé à la proposition de modification. Quand vous parlez de commission, ce n'est pas une institution avec des pouvoirs déterminés. La commission, on a voulu des cadres. Écoutez, on a voulu écouter tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à dire? Vous venez donner votre avis sur ce qui est proposé. Ils ont donné leur avis. Certains ont été pris en compte, d'autres n'ont pas été pris en compte. Ce n'est pas parce qu'ils se sont vus dans cette commission, ils ont fait des propositions, on n'a pas trouvé bon ces propositions, on les a écartées. Qui vous a dit qu'ils étaient d'ailleurs en disposition forcément? Ils étaient intéressés pour aller à la Cour constitutionnelle. Je n'en sais rien, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais tant que l'équipe qui est là, la désignation ne viole pas les textes, avançons, cher ami. Avançons effectivement, mais parlons encore de la Constitution rapidement pour dire qu'on a entendu récemment le président Talon affirmer que son idée de mandat unique relève désormais de ce qui est caduc. Et pourtant, on aurait aimé qu'il soit plus cohérent vis-à-vis de lui-même et qu'à l'issue de ce mandat, qu'il ne se représente pas ce qui semble désormais être une autre histoire. Votre analyse personnelle sur ce sujet-là? M. Gbagidi, vous avez abordé le point qui m'a le plus intéressé quand on a proposé le projet de révision de la Constitution. Le mandat unique. Sans être la panacée, c'était pour moi une disposition qui nous permettait d'avancer. Parce que l'analyse a été faite sur tous les plans. Vous prenez le pouvoir aujourd'hui. 1 an, 2 ans, tout au plus, vous commencez par préparer une élection. Elle peut être présidentielle, elle peut être législative pour avoir la majorité, pour vous soutenir. On n'a plus la tête au programme. On n'a plus la tête au travail pour lequel on a été désigné. Et c'est faisant cette analyse que le président de la République a fait cette proposition. Et je me rappelais des combats qu'on menait quand on n'était pas d'accord avec la gouvernance du régime Yahi. Vous savez, c'est très difficile d'aller faire une marche et d'être sûr qu'il y a des policiers qui sont devant. À un moment donné, on a tout fait. À un moment donné, tout ce qu'on avait à notre portée, c'était le calendrier et l'horloge. Jour J moins, jour J moins, jour J moins, jour J moins. Je vous assurais qu'on n'avait aucune issue si le mandat pour Yahibo, il n'était pas à son dernier mandat. On n'avait pas d'issue. Et moi, j'étais très heureux quand on a inscrit dans la nouvelle proposition qu'on va faire un mandat unique. Le mandat unique permet au chef de l'État de se concentrer sur ce qu'il y a à faire, de le faire et de bien le faire. J'ai entendu en son temps, on a dit non, il n'aura pas tout le temps pour faire le travail, son programme, je vous dis, c'est faux. Personne n'est indispensable. Si vous peut aussi se dire que le temps est limité et qu'il faut mieux en mettre plein les poches. J'ai écouté ça aussi, mais je voudrais vous dire quelque chose. Argent, en mettre plein les poches, c'est possible. Nous l'avons vu par le passé. Mais croyez-moi, ce n'est facile pour aucune autorité
de mettre de l'argent public dans sa poche, d'amasser, de dire je veux partir, il faut que je ramasse le maximum. En économie ou en finance, on dit que vous devriez être nommé à certains postes, vous allez voir que l'argent est le seul bien dont l'utilité marginale va toujours croissant. Quand vous mangez du pain aujourd'hui, demain, après-demain, dans 30 jours, vous êtes fatigué de manger du pain. Mais l'argent, quand vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez, vous cherchez toujours à en avoir. Ce n'est pas l'effet, la courbe ne s'abaisse pas. Donc, du coup, ne pensons pas forcément que nos autorités ne sont qu'intéressées par l'argent. Non, si vous avez eu cette expérience, moi je ne l'ai pas eu, je souhaite quand même l'avoir. Mais l'argent n'est pas la finalité. À certains postes, les facilités que le poste de président de la République vous offre dans notre pays aujourd'hui, je peux vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que ça ne nous autorise plus à voler un franc. Donc, je vois mal qu'on dise qu'un président de la République, son travail, c'est... Il y a des avantages et des inconvénients à avoir un mandat unique. J'en conviens. Vous voyez ? Mais mettons les dispositions en place pour empêcher le président de la République de voler nos sous. Mettons les dispositions de la paix. Si nos tests empêchent un président de la République, et je ne crois pas, je le dis sincèrement, depuis Kérékou, que j'ai eu la chance de voir au pouvoir Yahi Boni, Patrice Talon, ce n'est pas l'argent qu'il leur faut pour vivre et bien vivre qu'on n'a pas prévu que... Enfin, cet argent est prévu pour leur être servi. Pourquoi seront-ils obligés d'en mettre de côté en regardant le temps? Je n'ai que 2 minutes. Je pose une question dans ce sens. Si tant que c'est la volonté du président Patrice Talon, pourquoi ne pas reverser, en tout cas la plupart de ces structures qui travaillent avec l'État, dans le patrimoine de l'État qu'il dirige aujourd'hui? Quand je prends le programme de vérification des importations, c'est une structure privée. C'est vrai qu'il a dit à l'opinion qu'il n'est plus. Il a abandonné ses affaires, il a cédé ses actions à d'autres personnes, mais cette structure-là travaille encore avec l'État, je pense, dans le domaine du coton et autres. Si tant est qu'il n'est pas omnibulé par l'argent, pourquoi ne pas reverser toutes ces structures dans le patrimoine de l'État? Au fait, vous savez, nous sommes, et j'ai encore cette conviction-là, il y a des choses que tant qu'on n'aurait pas réformé le système public, tant qu'on ne l'aurait pas vraiment réformé, j'ai eu cette petite expérience-là et je peux vous dire qu'il y a des choses, quand vous êtes dans le public et que vous voulez prendre une décision, vous êtes à l'ORTB, je donne un exemple, vous êtes à l'ORTB, vous voulez acheter des caméras, vous voulez acheter des écrans, vous voulez acheter le matériel pour travailler. À l'ORTB aujourd'hui maintenant, je pense que à tous les coups, minimum, il vous faudra 3 mois, 6 mois, 1 an pour pouvoir acheter une caméra. Et il fallait le prévoir. Vous voyez ? Si vous rentrez dans le privé et que vous arrivez à Eden TV, vous allez à Golf TV, s'ils veulent acheter la caméra, en 2 jours, ils peuvent l'acheter. Vous voyez un peu ? Je vous comprends. Mais je sais que dans le privé, tel que notre administration publique est organisée aujourd'hui, en tout cas, il y a des décisions qui seront difficiles à prendre. Du coup, le privé, par son apport, aide les structures publiques. Les structures privées qui appuient l'État à travailler ne sont pas que des structures dans lesquelles Patrice Talon a eu ou avait des intérêts. Non, il y a plein de sociétés privées qui travaillent de concert avec le public pour que les choses avancent. En réponse à votre question, je vous assure, il y a des décisions qu'on peut prendre dans le privé très rapidement et les choses avancent, alors que dans le public, c'est lourd. Tel que notre administration publique est organisée, c'est encore très lourd. C'est des structures qui ont des contrats avec l'État. Ayons un peu de patience. Si le contrat de Bénin Contrôle ou de PVI avec l'État, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas amphithéotique, comme on dit, ça ne va pas durer 2 siècles.
si au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on constate que la collaboration fait de telle sorte que ce qui se fait de concert avec ces privés rentre dans le domaine public, et je pense que naturellement ça va être glissé. Les gens ne viennent pas forcément que pour... Bon, le privé, il a ses intérêts, mais le public, c'est parce qu'il a analysé la pertinence des propositions qu'on menait les vérifications. Ça a commencé depuis Kérékou, pour ce que j'en sais, peut-être avant. Mais pas centralisé, pas sous cette forme. Oui, mais c'était forme privée. C'est ce que vous stigmatisiez en temps. C'était des privés. Non, c'était pas de cette façon, en tout cas. Non, parce quand que, vous dites... Pourquoi ne pas rattacher, par exemple, à cette structure-là, à la douane? Comme ça, on sait que les retombées vont directement. C'est vrai qu'il y a le contrôle est renforcé et tout ça, mais je parle des retombées économiques. Parce que la structure je vous donne un exemple. À ses avantages. Le matériel qui a été acheté, les machines, tout ce dont on avait besoin, pour faire fonctionner ces structures. Je vous assure encore que si l'État devrait les acheter, avec les tests que nous avons, on n'aurait pas fini d'acheter les structures, le matériel qu'il faut. Allez vous renseigner. Mais je dis, si toujours est-il que votre sentiment, c'est que, bon, on veut ramasser vos sous, le contrat a un thème. Au thème du contrat, on va analyser la pertinence. De toute façon, ce n'est pas nous qui allons décider. Nous allons avancer. Hier, on a pensé que c'est Yaïboni qui allait en décider. Mais nous avons mené le combat pour que d'autres en décident. Si tant est-il que vous pensez que c'est Patrice Talon qui va décider, le combat va se mener pour que l'alternance sera là, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard. Nous allons parler justement d'alternance. Il y en aura bientôt une à l'Assemblée nationale. Parlons des élections législatives, donc tranquilles de 2019. Avec un certain nombre d'élus, le Parti Alternative Citoyenne a certainement envie de renforcer sa présence au Parlement. Vous êtes un jeune cadre du parti. Le parti veut peut-être s'étoffer. Quelles sont vos ambitions? Est-ce que le parti va à ces élections-là? Vous l'avez déjà dit, d'ailleurs par le passé, le parti s'est positionné pour toutes les élections. Ce sera probablement encore le cas. Mais cette fois, le président de la République veut que ce soit par bloc politique dans le cadre de sa révision du système partisan. Quelle est votre position et dans quel bloc Alternative Citoyenne ira-t-il aux élections? Je rappelle, à toute fin utile, que vous n'êtes pas ici en tant que porte-parole du parti, mais vous êtes un jeune cadre du parti. On ne peut pas ne pas vous poser la question. D'accord, merci. Jusque-là, le Parti Alternative Citoyenne existe. C'est vrai que dans son projet de société, le chef de l'État, Patrice Talon, a appelé à constituer des blocs pour ne plus avoir 200 partis politiques au Bénin. On peut me dire qu'on n'a pas 200 partis politiques, mais on en a beaucoup qui fonctionnent. Et nous avons tous déploré la chose. Sans s'aligner dans la politique ou dans la logique de l'unicité de la pensée, il est quand même nécessaire que nous travaillions à ne pas avoir 80 partis, 50 partis, parce que les résultats pendant les élections, vous en avez qui sont créés et qui ne sont même pas capables de participer à une élection. C'est dans cet objectif le chef de l'État a appelé au regroupement des partis politiques. Et il y a un certain nombre de critères. Sa proposition in fine, c'est que ces blocs de partis politiques puissent bénéficier du financement public. Vous voyez. Aujourd'hui, Alternative Citoyenne le parti est resté attentif à cet appel au regroupement des partis politiques. Donc nous sommes en concertation avec d'autres partis politiques. Lesquels, par exemple? Qui sont de même obédience que nous. Mon cher ami a rappelé d'ailleurs que... Pourquoi forcément des pays doivent être de la même obédience que vous? Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il devrait avoir une alliance, chacun a son programme, d'accord? Le Parti Alternative Citoyenne est là. FCB, vous allez me répondre même que ce n'est pas un parti.
Ils se sont constitués. C'est fait maintenant. Et quand c'est fait, ceux qui doivent permettre d'apurer la liste ont commencé par quitter après que ça soit constitué en parti politique. Les mouvements qui étaient là-dedans ou les partis qui étaient dans le regroupement se disent non, tel que c'est fait, je ne me reconnais plus dans ce parti politique. En termes de coalition, je pense qu'on ne peut que faire par affinité et par rapport non pas forcément intérêt à la logique que les tests nous imposent. Vous n'allez pas demander, c'est vrai que Patrice Talon dit, quand on a faim, on ne parle pas de gauche, on ne parle pas de droite. Mais vous n'allez pas demander alternative citoyenne d'aller dans le regroupement FCBE aujourd'hui. Chacun a son histoire. Mais déjà sur le terrain, on ne vous sent pas, en tout cas le camp présidentiel. Du côté de l'opposition, vous avez parlé tout à l'heure des forces Corripon Bénin émergents, ce regroupement qui était très actif sur le terrain. Il y a l'USL de Djefa autour de son leader Sébastien Semer à Diavon. Bon, je crois que c'est Sébastien Semer à Diavon pour le moment. Il y a eu également la coalition pour la défense de la démocratie CDD. Autant d'activités qui sont animées dans le rang de l'opposition, mais de votre côté, on ne voit rien. Quel regard portez-vous sur l'effervescence qu'on observe au sein de l'opposition politique au Bénin? Bon, de façon ironique, j'ai presque envie de vous dire que si vous ne nous voyez pas, ce n'est pas que ça que nous avons à faire maintenant. On a aussi à répondre des engagements que nous avons pris par rapport au peuple. Et ceux-là sont aux affaires, ils sont des ministres, ils sont des cadres, ils travaillent dans ce sens. Mais les autres, ceux qui passent bientôt, c'est les législatives. En 2019, il y a les législatives. Sur quoi vous comptez pour rester un peu impassible à ce qui se passe actuellement sur le terrain? Non, on n'est pas si impassible que ça. Moi, personnellement, je fais un travail de fond dans mon arrondissement et dans ma circonscription électorale. Vous serez candidat ou pas, vous Ghislain Guédéoué? Je vous ai rappelé en début d'émission le mode de désignation des candidats. Je suis candidat à la candidature. Voilà, je suis dans un parti politique pour travailler aux côtés des miens à exercer le pouvoir d'État. Donc ne me demandez pas si je vais être candidat ou à telle chose. C'est le cours normal. Je souhaite être candidat, mais si les miens m'en jugent digne, je le ferai. Si ce n'est pas le cas, je resterai militant, chacun à son tour. Parlons également maintenant des affaires politico-juridiques qui sont foisons dans le pays. Ghislain Guédéoué, en tant que jeune leader, auriez-vous le courage de reconnaître que les poursuites judiciaires dont certaines personnalités aujourd'hui font l'objet à travers le pays donnent dans la chasse aux sorcières, prennent l'allure de chasse aux sorcières? Monsieur Benoît, vous nous suivez? Tout à fait. Quel mal il y a pour suivre un sorcier? Mais il faut d'abord l'identifier, il faut d'abord avoir la certitude qu'il est un sorcier. Je lui répondais, c'est lui qui a utilisé le mot. Ça ressemble à une chasse aux sorciers. J'ai donné cette précision pour que vous puissiez pouvoir avoir une réponse. Chasse aux sorcières, moi, tant que je vais constater que quelqu'un a fait quelque chose de mal et qu'on l'identifie pour s'expliquer ou pour payer ce qu'il a fait de mal, je ne serai pas malheureux. Vous savez, surtout quand vous sentez que dans un pays, on est en train de mener une lutte aussi implacable que le fait le président Patrice Talon, je pense qu'il faut lui tirer chapeau. Tout le monde a reconnu que la lutte contre la corruption a pris toutes les formes dans ce pays. La commission Adjaï Sika, c'était à Moussou-Pakpa sous Soglo, Adjaï Sika. On a toujours, tous les régimes se sont organisés pour lutter d'une certaine façon contre la corruption. À la date d'aujourd'hui, tout le monde a constaté que la manière tranche avec ce qui se faisait. On arrivait à prendre des affaires. On arrive à aller au bout. Chacun peut avoir son impression. Moi, je connais des gens qui ont travaillé pour le régime, qui ont été proposés à des postes par le régime et qui aujourd'hui sont en prison.
Mais vous reconnaîtrez que quand on parle de cette chasse aux sorcières, il y a beaucoup de partisans de l'ex-régime, beaucoup de membres de l'opposition, beaucoup plus qui sont poursuivis que ceux que vous évoquez là, ceux qui sont en accord avec le gouvernement. Je peux pas rester, peut-être si vous voulez, d'honnêteté, vous concéder ce que vous dites. Mais je voudrais que vous me dites si ceux à qui vous pensez qu'on s'en prend là, ils n'ont rien fait. Est-ce qu'ils ont des affaires, oui ou non? Est-ce qu'ils sont des sorciers, oui ou non? Si c'est le cas, moi, citoyen, pourquoi vous voulez que si, par exemple, j'ai 50, 100 personnes qui ont commis des actes qui nous ont appauvris, qui ont ramassé l'argent public, qu'on en prenne 2, qu'on en prenne 3, que je sois malheureux? S'il y en a dans mon camp et qui ont fait, ça fait leur affaire. Le jour où ça va tomber, je serai dans le même état d'esprit. Et j'ai été dans le même état d'esprit quand Patrice Talon a stigmatisé et a pris des gens qui ont travaillé pour qu'il arrive au pouvoir, qui les a mis en prison parce qu'il leur a reproché telle ou telle chose. Quand la justice, il les a livrés à la justice, j'allais dire, et quand la justice s'en est occupée, je n'étais pas malheureux, bien qu'il soit du camp de Patrice Talon. À plus forte raison, si ça libère l'espace pour nous les jeunes, vous souhaitez que j'en sois malheureux? Vous assumez qu'il faut en mettre beaucoup plus en prison pour vous permettre à vous de vous affirmer sur le terrain politique. Non, ce n'est même pas nécessaire. Bon. Même sans ça, nous allons nous affirmer, par la grâce de Dieu. Alors, la jeunesse, quand même, aujourd'hui, me semble-t-il, devrait s'élever un peu contre ce qui peut apparaître comme de l'arbitraire, non? Si jamais on voit qu'il y a, comme je l'affirmais il y a un instant, beaucoup plus de membres de l'ancien régime. Est-ce que la jeunesse, vous voulez de l'espace, certes, mais est-ce que, dans une certaine mesure, il ne faut pas rester plus proche de la justice que de la politique dans ces dossiers-là? Alors, aujourd'hui, nous avons la chance dans notre pays de ce que ce n'est pas seul le président de la République qui décide de prendre certaines affaires en main. Vous voyez, toutes les institutions, Dieu merci, notre code pénal, j'ai appris la semaine passée, ça a encore évolué et ça va permettre la chose. Si vous êtes procureur de la République et que vous faites un constat, vous constatez que tel camp, écoutez, je ne sais pas le contenu du dossier, mais je vous assure que si, quand M. Komi Koutié, pour le citer, a été présenté au procureur, s'il était allé en prison, on aurait trouvé la main de Patrice Talon. Vrai ou faux? Maintenant qu'il n'est pas allé en prison, j'aurais souhaité qu'on dise que c'est la main de Patrice Talon aussi. Mais on ne le dit pas. C'est notre pays qui est comme ça. Je fais le constat pour vous dire que tout le monde n'est pas poursuivi. Il est poursuivi quand même. Écoutez, c'est déjà heureux. Quand vous poursuivez d'avoir pris 1 milliard, que quand vous poursuivez d'avoir pris 50 francs, c'est déjà ça. Et il est en train de se défendre. Rien ne l'empêche. Donc, du coup, si certaines personnes n'ont pas fait du mal à ce pays, ils ne se retrouveraient pas dans la posture d'aujourd'hui. Maintenant, je vais en venir. Ceux qui se cachent derrière la rupture alors qu'ils ont des affaires, certains sont passés. Leur tour vient, croyez-moi. Ça va venir. Il y a bouclé 2 ans à la tête du pays. Le président Patrice Talon a engagé plusieurs réformes qui l'ont rendu un peu impopulaire. En tout cas, c'est le constat qui se fait sur le terrain. De façon visible, qu'est-ce qui est fait pendant ces 2 ans de positif? De positif pour pour le bonheur des Béninois. Je souhaiterais que ce bilan, si ça doit se faire, ça se fasse secteur par secteur. Nous l'avons dit tout à l'heure. Malheureusement. Maintenant, de façon visible, on l'a évoqué ici. Moi, je suis heureux de pouvoir aller à un concours, que mes frères aillent à un concours et puissent réussir. C'est une grande réussite. Voyez bien, l'aéroport de Glodibé qui... Vous voyez, les miens... C'est encore l'étape de projet. De toutes les façons, ça fait des années qu'on en parle. Non, s'il vous plaît. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de... S'il vous plaît, pour des faits, pour une proposition, d'accord, pour un aménagement pour lequel on est déjà en train de dédommager
ou ceux qui ont été expropriés pour avoir de l'espace et réaliser l'infrastructure. Pour un aménagement pour lequel vous avez déjà des machines sur le terrain, ne me dites plus, je vous en prie, que c'est encore à l'étape du projet. Non, ce n'est plus à l'étape du projet. Non, le financement est mobilisé et on est dans l'opérationnel. Sinon, l'argent est venu d'où pour pouvoir dédommager ceux qu'on a expropriés. Ça, c'est un projet entre autres. Mais il y a beaucoup de réalisations. Quand vous prenez le projet asphaltage, vous me direz que c'est encore à l'étape du projet. Je peux peut-être à ce niveau, vous le concédez. Vous savez, un petit rappel, au moment où le chef de l'État échangeait, je crois, avec le corps diplomatique il y a bientôt un an et demi, il leur disait, je cite, que d'ici 6 mois, il a bien précisé que d'ici 6 mois au plus, que toutes les rues de certaines villes, là c'était les villes, elles seront goudronnées ou pavées. Oui. Mais c'est passé, on n'a rien eu. Non, mais est-ce que vous n'êtes toujours en train de rien voir? Quand on dit on n'a rien vu, je peux comprendre que le délai soit arrivé et ce qui a été promis n'est pas. Mais c'est des infrastructures qui sont à réaliser. On peut avoir quelques jours, on peut avoir quelques mois de retard, mais les gens y travaillent. Malheureusement, pour certains projets, c'est des études qu'on réalise pour ne pas se retrouver dans le cadre Porte-Novo. C'est des études qu'on réalise qui peuvent prendre un peu plus de temps que prévu. Mais personne ne peut me dire à la date d'aujourd'hui que le projet asphaltage n'est pas une réalité. Les structures privées que l'on devrait recruter pour faire ce travail, ils sont déjà sur le terrain, ils sont dans l'opérationnel, eux. Mais nous, en tant que citoyens, et je suis d'accord avec vous, nous attendons de voir des voies bien bitumées, bien arrosées, à l'image de la berge de Fidrosser, à l'image des fleurs qui sont plantées à Ouiho pour dire que quelque chose est fait. Mais ça, je les ai cités au passage, non pas pour dire que tout est fait, mais que c'est commencé. Ça a commencé, maintenant, cette politique du chef de l'État a connu quand même quelques coups. La crise, une forte crise sociale a ébranlé le régime et est peut-être en train de s'achever. Vous, en tant que cadre jeune, quelle inflexion vous auriez aimé, quelle modification vous auriez aimé que le chef d'État apporte à sa gouvernance, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, donc, pour que le régime de Patrice Talon puisse connaître le succès qu'il espère, parce qu'il a dit lui-même qu'il veut être porté en triomphe à l'issue de ce mandat qui devrait jusqu'à nouvel ordre république. Alors, moi, je pense, l'exercice n'est pas du tout difficile pour moi que de suggérer au chef de l'État, il aime bien d'ailleurs. Vous savez, quelque part, notre ami a parlé tout à l'heure de communication. Sa discrétion l'oblige presque à ne pas dire ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a déjà réalisé. Comme lui-même dit, il reste beaucoup à faire et on doit continuer de travailler. Je voudrais en appeler au gouvernement, à Patrice Talon et à son gouvernement, de faire en sorte que tout ce qui est fait soit connu, puisque j'ai ce sentiment aujourd'hui qu'on fait beaucoup de choses et que les gens ne savent pas. Alors, l'autre appel que je voudrais lancer à l'endroit du président de la République et de son gouvernement, c'est de faire en sorte que les économies qui sont faites aillent plus ou moins dans comment j'appelle, je ne veux pas dire social pour montrer qu'il ne fait pas du social, mais encore plus de social, surtout au niveau de vous avez parlé des réalisations tout à l'heure, il y a des marchés à construire dont les études qui doivent précéder la réalisation sont terminées, que ces projets soient accélérés pour que réellement nous puissions permettre à nos mamans qui ne tentent pas de passer un concours puissent réellement. Mais de l'autre côté, je voudrais vivement l'encourager à faire ce qu'il est en train de faire et surtout de tenir
non pas par rapport dans les crises, forcément, mais de s'expliquer, d'expliquer. Moi, je suis convaincu que ce projet de révision de la Constitution qui n'est pas passé, on aurait eu 3 mois ou 6 mois de plus que ce projet serait passé. On n'a pas bien communiqué, j'estime. On devrait le faire davantage et on pourrait le faire. Et c'est à ça que j'appelle le chef de l'État et son gouvernement. Vous avez foi que le projet passera les jours à venir? Il n'y a plus de propositions dans ce sens. Et s'il y en avait? Et si le chef de l'État revenait sur ce dossier? Lui-même, Patrice Talon, si la proposition revenait de... Moi, je trouve qu'il est suffisamment sage comme ça. Ce n'est pas le moment où nous avons dit non, puisque même si c'est la minorité qui a voté et que la loi nous dit que si la minorité dit non, c'est nous, nous avons dit non et il est en train de respecter notre opinion. Ce n'est pas le moment de forcer pour introduire un nouveau projet. Il nous respecte suffisamment en étant comme ça. Mais rien ne dit que la Constitution ne sera jamais touchée. Sous lui ou sous un autre régime, la Constitution sera touchée un jour. Merci donc à vous, Ghislain Guédégbé. Nous parlions avec vous de la place de la jeunesse dans la gouvernance Talon. Ghislain Guédégbé est cadre du parti Alternative Citoyenne. Avec lui, aujourd'hui, nous avons donc abordé différentes questions relatives donc à l'actualité sociopolitique nationale. Déjà, nous avons commencé par l'actualité de Ghislain Guédégbé lui-même, qui a préféré travailler dans le privé plutôt que dans le public. Sera-t-il nommé bientôt en tant que membre du parti Alternative Citoyenne, en tant que conseiller politique? Sera-t-il nommé par le gouvernement? En tout cas, il ne le revendique pas avec force et vigueur, mais il ne cracherait pas sur le morceau si jamais il lui était tendu. Il s'est désolé, lui aussi, comme l'ensemble de la presse nationale, de la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune, mais il estime également que cette décision n'est pas du fait du président de la République, mais plutôt du fait de l'institution de la RAC et en particulier de son président. Dans le cadre de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, Ghislain Guédégbé a dit sa confiance en l'impartialité de celui qui est actuellement encore ministre de la Justice et en tout cas en l'impartialité des membres de cette institution. En général, nous aurons donc eu avec lui un bilan du régime Patrice Talon, un bilan qu'il trouve positif et qu'il espère voir encore amélioré afin que la gouvernance Talon soit couronnée de succès. C'était cela donc dimanche politique de ce jour. Tranquille à 4 Benoît. Merci à vous, James William Ogbagidi. Si vous voulez de nous rejoindre, auditeurs de Diaspora FM, c'est la fin déjà. Prenez le rendez-vous pour une nouvelle diffusion ce dimanche à 21h et mardi à la même heure. Je rappelle que c'est un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM en continu sur notre chaîne YouTube Bénin Eden Télévision. Portez-vous bien, à dimanche prochain.